Roland Dumas, bonjour. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Vous avez une notice biographique vertigineuse, né en 1922, donc Oui, nonagénaire, résistance, ancien ministre clé de François Mitterrand, témoin, acteur de l'histoire européenne, et puis une vie oui, romanesque, les femmes, le luxe, mhm, les arts, oui. quoi d'autre? On peut dire tout ça, Hein. mais aussi le travail. Le travail, Le ça me travail. frappe beaucoup. Vous Et vous commencez savez que c'est quelque votre chose livre par là, vous dites, je me suis levé à l'aube pendant très très souvent. longtemps. Quand j'étais avocat notamment, et qu'il fallait plaider les affaires les plus dures, les affaires d'assises, ou les affaires politiques, Hein. qui étaient attrayantes, mais qui n'étaient pas tellement florissantes, eh bien il fallait se lever de bonne heure et travailler sérieusement et être prêt à tous les accidents de parcours. Des personnages comme vous, il n'y en a pas beaucoup par siècle. Ben, il n'en reste plus, Ouais. je voulais dire. Mais enfin, il y en aura d'autres. Il y a des jeunes qui arrivent, aussi bien au barreau que dans la politique. Le, Mais la sec- politique est un peu dépouillée maintenant. le secret, c'est quoi? Tenir, parce que se lever à l'aube, la journée, le travail, l'intrigue politique, la diplomatie, et puis encore le soir, l'opéra, et puis encore le soir, les femmes, ça fait beaucoup? Enfin, pas toujours le soir. Ouais. Mais, mais je voulais dire, écoutez, il y avait comme ça un vieux parlementaire qui m'avait dit, écoute, je vais te donner 3 conseils pour Hein. réussir une carrière politique. Premier conseil, le travail. Deuxième conseil, le travail. Et troisième conseil, le travail. Ouais. Et ça a marché. Et ça a marché. J'ai beaucoup travaillé. On a le sentiment que vous avez beaucoup travaillé effectivement et une curiosité totale, hein. Vous avez voulu tout Oui, voir, tout sentir. oui, oui, En politique aussi, hein, depuis les communistes, oui, compagnonnage ancien, jusqu'à l'extrême droite, hein, Le Pen, oui. vous n'avez jamais eu peur de lui parler. Tout le monde Oui, vous a je trouvais que intéressé, hein. c'était ridicule. C'est un personnage comme un autre. Il est français comme un autre. Hein. Je ne partage pas ses idées, je lui ai dit du reste. Curiosité universelle, vous avez été l'interlocuteur de Thatcher, de la reine d'Angleterre, Oui, de Kohl, de tant d'autres, de Gorbatchev bien sûr, souvent dans leur langue, parce que vous les parlez presque toutes. oui. Il y a une reine avec laquelle j'étais assez bien et qui intriguait beaucoup Mitterrand quand on Hein. allait en Hollande. La reine de Hollande avait une fille un peu turbulente, une de ses filles, qui était mariée à un noble français de la branche espagnole, descendant de Louis XIV. Enfin. Et j'étais l'avocat de sa fille. Et elle s'occupait beaucoup de ses petits-enfants, parce qu'elle avait des soucis pour les petits-enfants. Et chaque fois qu'on allait en Hollande, elle me recevait à part et elle me demandait des nouvelles de ses petits-enfants avant qu'on parle des affaires de l'État. Et à chaque fois, Mitterrand était très intrigué. Il se disait, mais qu'est-ce qu'elle vous raconte, la reine? Qu'est-ce qu'elle vous raconte? Je dis, écoutez, c'est privé, alors ça le rendait encore plus fou. Mais c'était le cas, n'est-ce pas? C'était des affaires de famille. Il était jaloux, hein. Vous me racontiez que quand vous draguiez une femme, il pouvait vous Oui, observer de l'autre bout d'un salon et aller oui. vous dire attention, celle-là est pour Et moi. il avait un peu ce péché. Voilà. Il était un peu égocentriste. Voilà, ouais. Roland Dumas, il y a une légende dorée de vous, il y a une légende noire aussi, hein. Roland Dumas, le cynique, Roland Dumas, la morale, l'immorale. Oui, oui, oui. Mais Euh, écoutez, les gens disent ce qu'ils veulent, et puis peut-être, avec le temps qui passe si vite, la preuve, hein. et je suis encore là, avec le temps, on s'apercevra que c'était pas aussi noir qu'on le disait, que ce que j'ai fait, je l'ai pas trop mal fait. Vos autobiographies fascinent, elles se vendent très bien, elles ont un public, y compris de jeunes, J'espère. hein, ah oui. Ce qui frappe notamment, c'est que, comme souvent les grands cyniques, il y a des moments de vérité très intenses, en particulier l'histoire de votre père, Oui, résistant, fusillé par les Allemands en 1944 oui. à Brantôme. Ça a été l'événement premier. C'était le trou noir, Ouais. c'était évident. C'était ce qu'il y a de plus terrible que je traîne toujours dans ma vie. Quand on me dit quel est l'événement, un peu bêtement, quel est l'événement qui vous a le plus marqué, je fais référence à ça. Ça ne peut pas être autrement, vous savez. Quand j'avais 20 ans, j'ai été déterré, mon père, du sol même. Il n'était pas dans un cercueil, il était dans la terre. Et pour éviter à ma mère d'y aller, c'est moi qui suis allé. C'est moi qui ai reconnu le corps de mon père après la libération. Là, il y a des souvenirs, il y a des objets qui sont vraiment qu'à vous, hein. Oui, c'est vrai. Vous remarquerez du reste que dans le livre, qui est un livre de Hum. confidence, où je dis un peu les choses maintenant, arrivé en fin de vie, je peux parler, exposer, dire ce que j'ai fait, là où je me suis un peu manqué à moi-même. Hum. Mais je n'aborde pas souvent ces sujets. J'ai gardé par exemple les photos de l'époque, les photos du cadavre, de la découverte du sol et tout ça. Je n'ai Celles-là, vous ne les avez jamais. montrées à personne.
Hein? À personne, vous ne les avez montrées, celles-là, Non, ces personne. photos-là. Ouais. Peut-être mes enfants les trouveront dans mes archives, ils en feront ce qu'ils voudront. Mais en tout cas, moi, j'ai considéré que dans la politique d'aujourd'hui, il ne fallait pas simplement évoquer la politique d'hier. Et c'est quelque chose qui m'a aidé dans ma relation avec les Allemands. Ma relation avec Hans-Dietrich Genscher, qui était un homme admirable et qui a eu l'intelligence de comprendre qu'il ne fallait pas me chatouiller là-dessus, ça a servi à beaucoup de choses. Au début, les Bosch, on disait les Bosch, vous les Oui. avez détestés. Hein. Ah, ben oui. Ouais. Je refusais d'acheter une voiture allemande, je refusais de croiser un Allemand. Et que chaque fois que je recroisais un qui avait une jambe en moi, je disais, celui-là, il a fait la guerre. Et là, vous résumez l'histoire européenne parce que, à la fin, vous avez contribué à la faire, Oui. à la réconciliation, à faire l'Europe avec ces mêmes Allemands. C'est Mitterrand qui m'a persuadé. Nous étions en voyage en Yougoslavie, il m'a fait venir le matin à son petit déjeuner. Il m'a dit, Roland, je vais vous appeler au gouvernement, vous avez très bien servi, tout va bien. Je sais ce qui vous est arrivé dans votre vie, je sais ce qui est arrivé à votre père, mais je vous le demande parce que c'est la grande affaire de notre génération. Le souvenir de votre père, ça a beaucoup compté quand vous avez été Énormément. tenté par le suicide, hein, en pleine affaire Oui, Elf, oui, et dans oui. les suites. Le souvenir de votre père, si courageux, Oui, oui. ça vous a tenu. Je me hein. promenais la nuit dans mon petit appartement et je me réveillais, je ne dormais pas forcément, hein, les perquisitions, les choses. Et je me suis dit, comment tu vas leur faire ce plaisir? Et d'autre part, ton père a été plus courageux que toi, c'est ce qui m'a sauvé. Il y a sous votre plume l'hommage à votre père, à votre mère aussi. Je me rappelle des très belles scènes où vous dites, là, quand vous embrassiez votre mère, hein, là, le parfum des joues de votre Parfum, mère. oui, c'est ça, le parfum de la poudre de ma mère. C'était très, très émouvant, quoi. Et- C'était un réflexe d'enfant, quoi. J'avais 10-12 ans, peut-être même pas, peut-être un peu moins. Et je me souviens que c'était un plaisir pour moi de l'embrasser le soir avant d'aller dans mon lit et de sentir ce parfum qui m'accompagnait dans mon sommeil. Et vous qui avez eu tellement de femmes, vous dites, vous n'avez jamais retrouvé, jamais retrouvé, Tellement, vous savez, il ne faut pas faire des considérablement, disons. comparaisons dans ce domaine. Faut pas, parce qu'on peut se croire un leader et on ne l'est pas. Ouais. Hein. En tous les cas, vous n'avez jamais retrouvé, vous dites, là, ce parfum-là. Jamais. Oui, enfin, c'était aussi un souvenir Bien d'enfance. sûr. J'en ai trouvé d'autres, mais qui n'avaient pas d'égal. Chanteur lyrique, journaliste, Oui. vous avez tâté de plusieurs choses, mais la Et, grande et affaire, avocat, oui. la grande affaire, bien sûr, c'est l'avocature. Hein. Oui, je suis resté quand même de 25 ou 30 ans avocat. La clientèle, J'ai vous fait avez eu beaucoup d'affaires. peut-être la plus belle clientèle d'Europe. Hein. À un Malraux. moment donné, oui, sans doute. Je ne voulais pas pour rien l'avocat de Picasso, Ouais. l'avocat de Giacometti, l'avocat de Malraux. Malraux, j'étais l'avocat des Chagall. hommes politiques, de Chagall, entre autres. Vous citiez Picasso. Il y avait un rapport personnel hein, entre vos clients et vous, très très développé. Picasso, je crois, dessinait un œil hein, sur les enveloppes pour Oui, dire ce que m'amène Dumas, c'est si important, il faut c'est l'avoir ça. à l'œil. Il faisait un œil comme ça, avec des poils autour, et puis voilà, Hein. un acte de vision, et il mettait en dessous « Oh, Ouais. œil !» C'est-à-dire « Et ton œil là-dessus ?» Puis j'ai quelques enveloppes comme ça de lui qui sont amusantes. Ce ne sont pas des grands tableaux, bien sûr, mais ce sont des témoignages d'amitié et de confiance. Vous les avez aimés, ces personnages. Hein. C'était Oui. les affaires, vous avez gagné beaucoup d'argent, mais il y a eu aussi l'amitié, la Oui. passion. Genet, Oui, Jean personnage Genet, hors norme. c'est quelqu'un pour lequel j'ai eu une passion, en tout bien, tout honneur. Mais c'était un type. D'abord, il était très intelligent, très avancé d'idées. Vous, grand avocat, lui, homosexuel, marginal, mais écrivain très très brillant. Oui, écoutez, à mon avis, c'est dans l'époque contemporaine un des plus grands écrivains. Le Condamné à mort, le poème du Condamné à mort, c'est une merveille. Vous racontez des scènes inouïes, y compris la reconnaissance du corps. Il y a beaucoup de corps que vous reconnaissez dans votre vie. Il y a beaucoup de cadavres, ça saisit. Ah ben oui. Et celui de Genet, vous allez à la morgue le reconnaître. Oui, oui, il est mort dans son petit hôtel. Hein. Il m'avait dit quelques jours avant, mais Roland, je me débarrasse des livres inutiles, j'en ai plus que 2. Il m'avait dit, c'était, je ne sais plus, le grand poète du 18e qui était mort, qui s'était suicidé, et puis un autre. Et il me dit, je crois du reste que je vais me débarrasser de l'un d'entre eux, je vais en garder qu'un. Et il est mort dans son hôtel, on m'a prévenu le matin, je suis arrivé, et je suis allé reconnaître le corps à la morgue, c'est pas drôle quand même. C'est un des souvenirs forts que j'ai eus,
Et puis alors, il m'avait dit avant, il était déjà très diminué, il avait le cancer de la mâchoire. Il m'avait dit, Roland, je vais mourir. Mais non, vous n'allez pas mourir, ce qu'on dit toujours, bêtement. Vous n'allez pas mourir. Alors je vous apportais tous mes écrits. Il est arrivé avec 3 valises, que j'ai toujours, pleines d'inédits, que j'ai là, que je vais donner à l'autorité qui convient. Mais c'était un type formidable pour ça. Vous avez une force d'écrivain, Roland Dumas. Vous décrivez ces scènes avec une crudité, vous décrivez la morgue, les sexes des hommes qui sont là autour de Genet, etc. Votre côté amoral, ça aide à écrire, Oui, tout parce que moi, décrire. Hein. je considère qu'il n'y a pas de morale absolue. Ouais. Je vais encore me faire critiquer par vos auditeurs. Mais ce n'est pas mesquin, je dis ça. C'est pas par fanfaronnade. C'est parce que la vie est tellement importante, elle est tellement belle. Pourquoi ramener ça à des petites querelles? On est comme ça, on va à la messe, on n'y va pas. Il dit tel propos, il le dit pas. Pourquoi? C'est pas vrai. Ce qui compte, c'est l'être humain. C'est vous, c'est moi. Mitterrand, c'est la grande affaire de votre vie, la grande affaire politique. Hein. Politique, C'est lui oui. qui a fait bifurquer votre Oui. destin. Toutes ces années, ministre et super ministre, parce que vous aviez l'oreille du président, vous faisiez presque Oui, oui. ce que Ah, vous ça, vouliez. ça en dérangeait plus d'un. Ouais. Et alors, en même temps, vous le décrivez de manière très objective. Vous n'êtes pas l'échec, vous décrivez ses défauts aussi, Oui. sa méfiance, un homme Oui. d'une méfiance inouïe. Hein. Il était très méfiant, il était très prudent, il pesait le pour et le contre à chaque fois, même avec ses amis, La méfiance, hein, vous dites, il vous disait toujours réfléchir avant d'agir, hein, toujours. à l'extrême. C'est ça, Hein. toujours. Et lui, il réfléchissait beaucoup. Et quand il m'a envoyé chez Kadhafi, ce n'était pas une petite épreuve, c'était à l'Élysée, il me parle, c'était venu par les Algériens qui voulaient connaître Mitterrand, ça. Et Mitterrand m'a dit, monsieur, vous qui y allez, je vous donne la mission d'y aller, etc. Il me raccompagne jusqu'en haut des marches, et puis après, il m'a dit, revenez, revenez, très bien. Et il me dit, n'oubliez pas que vous avez affaire à un jésuite, réfléchissez bien. Votre amitié avec Mitterrand est très belle parce que vous êtes des personnages très importants et vous gardez une liberté d'adolescent. Hein. Même quand vous voyagez en Europe, Oui, oui. vous faites des escapades, vous allez dans un Oui, restaurant. surtout lui. Ouais. Ah oui, on a fait on a fait des escapades en Suisse. Ouais. C'était formidable. Il m'avait amené dans un petit bistrot qu'il connaissait, lui. C'était à Genève, oui, je crois que c'était à Genève. Les femmes, alors il n'était pas le genre à faire des confidences intimes, mais enfin vous le connaissiez, vous décrivez l'amour de Mitterrand pour les pieds des femmes. Hein. Oui, c'est une révélation qu'une femme de ses amis m'avait dit. Vous savez, moi je vois Mitterrand, c'était toujours fier de tout ça. Et alors j'ai dit, alors comment il était? Elle me disait, avant c'était très bien, après c'était encore mieux. Ouais. Très bien. C'est des phrases qui passent partout. Et alors c'est là, j'ai dit, mais comment est-il? Et c'est là, elle m'a raconté l'histoire, l'épisode des pieds. Ouais. Lui montrant ses pieds aussi. Oui, hein. Regardez oui, comme j'ai un beau pied. Et puis il disait, alors vous les trouvez beaux mes pieds? Vous avez une vie sentimentale dont beaucoup d'hommes rêveraient. Hein. Mariage avec une jeune femme, très jeune, très brillante, Oui. très solide, Oui, qui est toujours Madame Dumas. toujours. Mais à côté, en même temps, une vie. Pourquoi du reste, tous ceux qui racontent, Hein. qui Ils sont sont pas fidèles. comme tout ça, ils exagèrent. Je Ouais. sais très bien que c'est pas vrai. Ouais. Bon, il y a peut-être, c'est vrai, il y en a peut-être qui sont très fidèles, tant mieux, bravo pour eux, bravo pour leurs femmes, mais c'est pas le rythme de vie, c'est pas vrai. Vous dites des choses assez sévères sur les femmes. Vous dites, vous leur avez toujours averti que jamais vous ne quitteriez votre femme. Hein. Oui, enfin, c'était une façon comme une autre de gérer le problème. Ouais. Et ça a toujours réussi. Ça a toujours réussi. Ouais. Vous n'avez jamais eu de regrets. Non, pourquoi avoir des regrets? Vous savez. Les regrets, il y a un vieux proverbe français qui dit c'est comme l'épée qu'on retire du corps de son adversaire. Vous avez beaucoup séduit. Hein. Il y a des moments où vous séduisez presque Margaret Thatcher. Presque. Oui, enfin, Elle ça dit s'est le bien charme passé. français. Là, Oui, elle oui. en rit elle-même. Elle le dit en français, je crois. Hein. Oui, c'est le charme ça. français Ah a oui, mais ça, fonctionné. c'était à la fin des conversations sur Fontainebleau, Ouais. le traité de Fontainebleau. Gallcher était solidaire avec nous, et le président était Mitterrand. Et à un moment, elle demande une suspension de séance. Mitterrand dit oui, mais bien sûr, Madame le Premier ministre, il n'y a pas de problème. Alors elle se retire avec Thatcher, elle lui a fait. Je savais toutes les versions par ses collaborateurs qui étaient proches de moi. Et alors elle était même jusqu'à lui dire écoutez, c'est quand même nous, vous et nous, les Anglais et les Allemands, qui avons eu raison de Napoléon Bonaparte.
Enfin, tout ça, c'était comme ça. Et puis, elle cède. Bon. Mitterrand rentre en séance, rouvre la séance et lui dit « Madame le Premier ministre, est-ce que je pourrais vous demander quels sont les arguments qui vous ont fait changer d'avis, etc. » Et c'est là qu'elle a dit cette phrase historique « Madame, Monsieur le Président, j'ai cédé au charme français. » Dans la galerie des portraits, mémoire d'Helmut Kohl, vous l'avez très bien connu, hein, les années Très bien. décisives de la chute du mur de Berlin, de la réunification. Oui. Vous étiez là. Il était un peu retors, hein, c'était un personnage Il était très malin. intelligent. Mitterrand avait une grande confiance avec lui. Si on en juge par les discours qui étaient faits à chacun des banquets, c'était toujours cher Helmut, cher François, c'était très, très agréable. En réalité, Mitterrand n'avait pas confiance en lui, ce serait trop dire, mais il se méfiait un peu. Il disait il est trop électoraliste. Et c'est ce qui s'est passé avec l'unification de l'Allemagne. L'habileté d'Helmut Kohl, un peu comme l'étrangleur ottoman, hein, sans en avoir l'air, qui a Oui, c'est ça. réussi sa C'était le réunification. surnom qu'on donnait à M. Balladur. Ouais. Il a réussi contre les Français en partie, hein, à accélérer la réunification. Oui, il a réussi, pas contre les Français. Ça, c'est une légende qui a pris naissance un petit peu dans toute l'Europe. C'est que Mitterrand, pas moi, mais Mitterrand était opposé à l'unification. Quand on regarde vraiment l'histoire, les livres des spécialistes, ceux qui ont eu accès aux archives de l'Élysée, de Berlin, c'est pas vrai. Il y a chaque fois des déclarations de Mitterrand. Et je me souviens d'une déclaration du mois d'août de l'année dans laquelle il avait dit « Je suis pour l'unification allemande, mais je demande deux conditions. La première, c'est que ce soit fait démocratiquement et pacifiquement. » C'est pas excessif. Vous faites un portrait psychologique de François Hollande qui est très intéressant. Vous l'avez un peu créé, François Hollande. Hein. C'est vous qui l'avez amené à la politique. C'est vous qui l'avez amené à la politique. Il a réussi à faire. Ouais. Non, mais on s'est croisés très longtemps et très, très agréablement. J'étais donc porte-parole, porte-parole du gouvernement, et j'ai trouvé là le chef de cabinet, qui était le chef du ministre en charge. Je l'ai remplacé et quand j'ai vu ce garçon, j'ai dit « D'où venez-vous » Il m'a dit « Je sors de l'ENA, je suis le directeur de cabinet de votre prédécesseur. » Mais je lui ai dit « Vous restez. » Il est resté là. Bon, très bien, on a travaillé ensemble pendant 1 an. Puis au bout d'1 an, il est venu, il m'a dit « Monsieur le ministre, je voudrais vous demander un service, me recevoir. » Très bien. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Je voudrais faire de la politique. Je lui dis mais vous en faites tous les jours avec moi. C'était le genre de plaisanterie un peu facile. Il dit « Oui, mais ce que je voudrais, c'est être candidat. » Et alors, on a fait le tour de ce qu'il voulait. Moi, j'étais élu à Brive, en Corrèze, et la ville de Tulle venait de perdre son maire. Je lui ai dit, vous avez une place qui est à prendre, venez, je vous fais un tirage spécial de mon journal, au petit journal local, et il s'est installé là, puis il a mis tout le monde dans sa poche. Vous décrivez un François Hollande chanceux, hein, facile, oui, plaisant aux femmes. Oui, il plaît énormément aux femmes. J'avais un copain comme ça au lycée, enfin, et puis après à l'université, qui était un peu redouillard, comme ça, qui plaisait bien, il était câlin, les dames adoraient ça. C'était un peu le genre de Hollande. La chance, c'est un homme qui a de la chance. Attendez. Il en a eu. Ne lui portons pas mal. Ouais. Il a une situation très difficile. Roland Dumas, l'histoire avec Mitterrand, elle finit encore une fois par un cadavre. Vous veillez Mitterrand. Ça, c'est un des moments de votre vie. Ah, ça a été, vous savez, je suis resté avec lui très longtemps. Très longtemps, je passais le voir tous les jours. Sa santé déclinait, il souffrait, etc. Il avait un médecin prodigieux qui était là. Et puis, la dernière nuit, le médecin me dit il va succomber dans 2 ou 3 jours. Bon. Et donc, je suis resté. Je suis resté là, devinez avec qui? Je suis resté avec le général de Bénouville, qui était son copain de lycée, au lycée d'Angoulême, enfin, l'école libre d'Angoulême, et qui a prié toute la nuit. Il avait son manteau sur sa canne, il a plié tout ça, prié. Moi, je bougeais un peu. Lui, très catholique, de droite. Moi, un peu catholique, un peu catholique par mon baptême. Voilà. Et à 6 heures du matin, le médecin est venu, vous allez rentrer. Je lui ai dit, mais non, je ne veux pas que Mitterrand reste seul. Et il me dit, ne vous inquiétez pas, je vous remplace, je resterai là, je vous jure que je resterai là. Et il est mort là, tout de suite après, dans les heures qui ont suivi. La rumeur qui revient régulièrement d'une forme d'euthanasie de François Mitterrand, elle est justifiée d'après vous? Pas du tout. Elle a été soignée magnifiquement. C'est lui
qui a pris la décision. De ne plus Il a fait- s'alimenter. oui, Ouais. qui a demandé à son médecin si on arrête tout, transfusion, tout ça. J'en ai pour combien de temps? Son médecin lui a dit, vous en avez pour 48 heures, pas plus. Bon, arrêtez tout. Et il s'est enfermé. Vous parliez de la relation avec les femmes. Il s'est enfermé dans sa maison, il a refusé de recevoir les 2 femmes, sa femme légitime et la mère de Mazarin. Ouais. Il est mort, je ne sais pas dans quoi, mais enfin, comme je le savais, comme ça, contemplatif de la vie, il est mort en se plaçant lui-même en face de la mort, Ouais. Seul. seul. Et il avait cette phrase un peu comme ça, quand il disait qu'on gagne, qu'on perde, on est toujours seul. Vous, qui avez été tellement jouisseur, Oh, faut pas exagérer quand même. Non. vous êtes allé assez loin. Enfin, essayez de me laisser un peu modeste. La mort, vous la voyez comment? Mais je la vois avec un peu de terreur et je la vois avec un peu d'appréhension. Et bon, puis je me dis, le plus tard sera le mieux. Vous décrivez très drôlement la mort de votre ami Jacques Vergès, hein, Ah oui, un peu à la Voltaire. Il est mort dans un ancien appartement de Voltaire, Oui, dans la chambre où il est mort. Il est mort là. après avoir bu un bon Bordeaux. Oui, un bon C'est pas Bordeaux mal. et une bonne viande rouge, il Ouais. avait demandé. Et puis il s'est couché, il est mort dans la nuit. Mais la dame qui devait épouser, soi-disant, c'est elle qui dit ça. Mais enfin, et je ne sais pas, il m'en a jamais parlé. Et donc, il était là, j'ai appelé le matin à 5 heures, je suis venu tout de suite pour le saluer. Il est resté dans la chambre de Voltaire avec une bougie, tout le temps là, qui brille encore. Et il a demandé un enterrement religieux. Il y a beaucoup de religions à la fin dans toutes vos histoires. Oui. Ouais. Mais, enfin, c'est bien. Je veux dire, tous ont trouvé la façon pour eux de résoudre ce problème de la confrontation avec la mort. Vous voyez que c'est ça, vous êtes tellement jeune. Mais dites-vous bien que moi, je me réveillais, j'avais 14-15 ans, je me réveillais la nuit en sursaut, ça m'arrive encore du reste, et de penser à la mort. Je pense qu'on vient me cueillir. C'est permanent. C'est permanent. Et donc, il faut s'adapter, c'est ça le vrai courage. L'examen de conscience, vous le faites, vous, chaque soir avant de dormir? Vous savez le nombre de fois où, quand j'étais ministre, je réfléchissais à une mesure que je devais prendre, que je devais faire partager à mes amis allemands et puis à Mitterrand, et en me disant, qu'est-ce que tu ferais et qu'est-ce que ton père t'aurait dit de faire? Toujours la référence. C'était même un peu stupide, car on ne peut pas transposer les choses. Les choses ne sont pas les mêmes, les conditions sont différentes. Vous racontiez le début de l'opposition avec François Mitterrand et vous dites quelque chose du genre, maintenant on va avoir beaucoup d'années à nous, on va voir des beaux spectacles. C'est quand le général de Gaulle est venu qu'il a demandé les pleins pouvoirs. Bon, c'est Mitterrand qui a fait le discours, on s'était répartis, etc. Et donc, l'investiture a été votée, 58, de Gaulle. On est reparti de l'Assemblée nationale, à pied, on est remonté, là, Cherche-Midi, tout ça. Je l'ai raccompagné dans sa maison, son appartement. Et en route, à un moment, il m'arrête, il me dit, Roland, vous savez, on va en prendre pour 10 ans. 10 ans. Et c'est exactement le délai que de Gaulle est resté au pouvoir. Et bien, pendant ce temps, on lira des livres intéressants, on écoutera de la belle musique, et les 10 ans passeront. Comme vision optimiste de la vie telle que moi je la conçois, c'était formidable. Vous vous êtes bien amusé, Roland Dumas? Bien amusé, mais pas seulement. Bien amusé, mais aussi bien travaillé. Mais je reviens toujours là parce que le travail, c'est fatigant. Merci Roland Dumas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ça dure. Merci. C'est moi qui vous remercie.